الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements et nous avons bien besoin. Et abonnez-vous pour rester très informé et comme il se doit, bien sûr. Pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo revient vers vous et se penche sur, cette fois-ci, le Sahara oriental. Non pas le Sahara occidental, mais bien le Sahara oriental. Un Sahara oriental, bien évidemment, historiquement marocain, et inutile de le répéter, et dont il vous est proposé une série d'épisodes dont voici le premier de ce feuilleton, ce long feuilleton qui s'intitule ici, celui-ci, La France amputa le Maroc pour agrandir une certaine Algérie française et selon l'historien très célèbre Bernard Lugan, oui, qui est un célèbre spécialiste du Maghreb. En effet, lui-même, Bernard Lugan, vilipendé pour avoir souligné cette marocanité du Sahara oriental. Et l'historien français Bernard Lugan s'explique dans cet entretien sur les conditions ayant sous-entendu cette annexion de la région à l'Algérie, ainsi que sur la dimension psychologique, encore jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, de mise au sein de l'élite dirigeante algérienne sur la question des frontières, de ces fameuses frontières avec le Maroc, dont voici en quelques dizaines de petites questions choisies bien aléatoirement et surtout en vrac. Et dès lors, commençons par cette première question, qui est cette fameuse directrice des archives royales marocaines, appelée DAR, la direction des archives royales. C'est Bahidja Simou, a jeté vraiment un pavé dans la mare, en rappelant tout simplement du monde lors d'une conférence qu'elle a donnée le 22 février dernier à Rabat, la marocanité du Sahara, dit entre guillemets oriental, suscitant, comme on pouvait s'y attendre, des attaques d'une rare violence à son encontre dans les milieux algériens, bien sûr. Attaques dont, pour des affirmations à l'avenant, vous êtes vous-même déjà coutumier, n'est-ce pas? Et ceci, c'est une question adressée, bien entendu, à Bernard Lugan. Et sa réponse, il leur dit ceci: j'écris depuis des années, et bientôt depuis des décennies, que la France amputa le Maroc pour agrandir l'Algérie française. Et vous avez bien entendu. Et il continue: je vais développer ce point. Au mois de mars 1870, un certain général de Wimpfen, commandant la province d'Oran, s'empara de Ain Shair et de la région de l'Oued Rir
région qui était indubitablement marocaine, car le sultan du Maroc avait à Figuig un caïd chargé de le représenter dans les oasis du Touet. Les archives marocaines contiennent tous les documents qui le démontrent. Le 5 août 1890, au terme d'une convention secrète, la France et la Grande-Bretagne délimitèrent purement et simplement leur sphère d'influence en Afrique. Paris se vit alors reconnaître la possibilité d'occuper les régions marocaines du Touat, du Gourara et d'Igli dans la vallée de la Saoura, axe par lequel la France envisageait de relier l'Afrique occidentale à la Méditerranée par un chemin de fer transsaharien. Au mois de décembre 1899, la France prit Ain Salah, puis tout le groupe des oasis de Tidikelt et du Gourara, dont Timimoun, la capitale, qui fut occupée en 1901. Les accords des confins, signés en mai 1902, ne délimitaient pas les territoires entre la France et le Maroc, mais ils instituaient un contrôle commun de toute cette région, ce qui revenait à reconnaître qu'elle était possession marocaine. Dans le courant de l'année 1903, les militaires français voulurent investir la ville de Figuig, alors que le traité signé en 1845 à l'Ella Marnia l'avait pourtant explicitement laissé au Maroc. Et au mois d'octobre 1903 fut occupé le village de Béchar, qui contrôle le Haut-Guir, les oasis du Touat et les pistes du Soudan. En juin 1904, les troupes françaises prirent Ras El Ain, rebaptisé Bergent. Toutes ces amputations du Maroc sont donc parfaitement documentées, à la fois par les archives marocaines, mais surtout les archives françaises. Voilà maintenant la deuxième question attribuée à Bernard Lugan. Mais pourquoi ce déni alors face à des vérités aussi éclatantes, si l'on peut dire? Et réponse de Lugan, parce que les dirigeants algériens savent bien au fond d'eux-mêmes que leur position est historiquement intenable. Nous sommes à la fois en présence d'une politique de fuite en avant et d'un contentieux d'ordre psychologique avec le Maroc. Les dirigeants algériens ne veulent en effet pas reconnaître que la colonisation amputa territorialement le Maroc. Ces mêmes dirigeants algériens refusent d'admettre qu'au moment des indépendances, il fut demandé à ce dernier d'entériner ces amputations en acceptant le rattachement à l'Algérie, État qui n'avait jamais existé avant juillet 1962, car il était directement passé de la colonisation turque à la colonisation française de territoires historiquement et incontestablement marocains, comme le Touet, la Saoura, le Tidikelt, le Gourara, ainsi que la région de Tindouf au Sahara oriental. D'où un complexe existentiel par rapport au Maroc, millénaire pourtant, rendant impossible toute analyse rationnelle. Les élites dirigeantes algériennes récitent une fausse histoire à laquelle elles sont condamnées à faire semblant de croire et qui les pousse dans un maximalisme de plus en plus guerrier. Là,
et le non-dit sur lequel repose toute la diplomatie algérienne et sur lequel ont buté bien toutes les tentatives d'une certaine union du Maghreb qui ne voit toujours pas le jour. Troisième question attribuée à Bernard Lugan. Faisons-nous pour un moment l'avocat du diable et formulons les choses autrement. Y a-t-il de quoi fonder, d'un point de vue historique, la légitimité d'une souveraineté de l'Algérie sur ce Sahara oriental, justement? Et la réponse fuse de suite. Historiquement, rien, puisque l'Algérie n'existe comme État que depuis le 5 juillet 1962. Et quatrième question, qui vient de suite, pour Lugan. Certaines analyses estiment qu'en se voyant contester le fondement juridique de sa souveraineté sur le Sahara oriental, qui s'appuie sur le principe de ce qui est dit la Béa, le Maroc ferait en filigrane l'objet d'un procès en monarchie de la part de certains milieux. Les partagez-vous à votre niveau, Bernard Lugan? Sa réponse, c'est effectivement le non-dit du procès que lui fait la gauche française, ainsi que tout le courant de gauche européen. Et quant à la cinquième question, l'erreur du Maroc, si l'on peut qualifier de telle, n'a-t-elle finalement pas été de ne pas donner suite à la proposition de la France de régler les problèmes territoriaux résultant des amputations subies au profit de ce qui était alors l'Algérie française? Réponse de Lugan. La question du contentieux frontalier algéro-marocain fut en effet étudiée par une commission mixte d'experts. Le Maroc, qui revendiquait une grande partie de l'ouest algérien, le Sahara oriental notamment, les régions des oasis du Touad, du Tédikel, du Gourara, etc., ne voulut pas d'un arrangement qui se serait fait sur le dos des Algériens. Lors des pourparlers préalables, la position de Mohamed V fut très claire. Toute négociation qui s'engagerait avec le gouvernement français actuellement, en ce qui concerne les prétentions et les droits du Maroc, sera considérée comme un coup de poignard dans le dos de nos amis algériens qui combattent, et je préfère attendre l'indépendance de l'Algérie pour poser à mes frères algériens le contentieux frontalier. Choisissons donc de traiter directement avec les futurs dirigeants algériens. Le 6 juillet 1961, le Maroc signa effectivement avec le GPRA, ce qui est appelé le gouvernement provisoire de la République algérienne, un accord stipulant que les problèmes frontaliers existant entre les deux pays seraient résolus par la négociation dès que l'Algérie aurait acquis son indépendance. Cet accord, signé par le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, est très clair. Le gouvernement provisoire de la République algérienne reconnaît pour sa part que le problème territorial posé par la délimitation imposée arbitrairement par la France entre les deux pays trouvera sa résolution dans les négociations entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de l'Algérie indépendante. À cette fin, les deux gouvernements, algériens et marocains, décident la création d'une commission algéro-marocaine qui se réunira dans les meilleurs délais pour procéder à l'étude et à la solution de ce problème dans un esprit de fraternité et d'unité maghrébine. Or, à Alger, le 15 septembre 1963, Farhat Abbas,
fut évincé du pouvoir et son successeur, un certain Ahmed Ben Bella, ne s'estima pas lié par ses engagements pris par le GPRA. Le moins que l'on puisse en dire est que le souverain marocain, qui avait fait un geste de bonne volonté en direction de l'Algérie dans le sens de la fraternité maghrébine, ne fut pas récompensé du tout par ces ingrats d'Alger. Sixième question. Toujours est-il que feu Hassan II, cette fois-ci, disait ceci de Tindouf, fin août 1985, à Jeune Afrique. Tindouf en elle-même ne m'intéresse pas. Bizarre, n'est-ce pas? Et il continue en disant, elle est intéressante sentimentalement, mais elle ne constitue ni un nœud de voie stratégique, ni un lieu de passage obligé. Vous me direz qu'elle contient du fer, et c'est vrai, mais ce fer est piégé. S'il ne passe pas par le Maroc, il ne peut passer par nulle part. Et le géographe que vous êtes, Bernard Lugan, également, doit certainement en penser quelque chose. Et réponse qui fuse. Vous voulez sans doute parler des mines de Darjbilet. Effectivement, le point naturel d'exportation est l'Atlantique et non la Méditerranée. Et concernant Tindouf, il s'agit d'une ville historiquement marocaine, bel et bien. En réalité, pour une Algérie enfermée, entre guillemets, et même enclavée dans la Méditerranée, il est insupportable de devoir constater que le Maroc dispose d'une immense façade maritime océanique partant de Tanger au nord jusqu'à la frontière avec la Mauritanie au sud, ouvrant de ce fait le royaume marocain à la fois sur le grand large atlantique et sur l'Afrique de l'Ouest. Vient le moment de la septième question à Bernard Lugan. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la question des frontières maroco-algériennes? Étant historien de l'Afrique, je m'intéresse naturellement à sa géopolitique, donc à tout ce qui est chrysogène. Or, cette question des frontières maroco-algériennes est au cœur de toute la politique maghrébine. Et quant à la huitième question, on vous accuse souvent d'être nostalgique de l'Algérie française et de ne faire que manifester en gros une certaine aigreur vis-à-vis de ce passé où la France prévalait du deuxième plus grand empire colonial du monde après celui du Royaume-Uni. Procès d'intention ou vrai sentiment? Réponse de Lugan. Je ne suis pas un nostalgique de la colonisation, car je considère que la colonisation a fait un mal considérable à mon pays, à la fois parce qu'elle lui a coûté par ses élites militaires qui y sont tombées et par ses conséquences actuelles qui sont d'ordre démographique. Cependant, je combats avec fermeté la tentative de culpabilisation qui est faite par des constructeurs qui se servent de la colonisation pour achever de détruire les piliers de la société française. C'est probablement cela que certains qualifient de nostalgie de l'Algérie française, alors que j'ai toujours soutenu que l'Algérie française est morte en 1870, quand le régime civil jacobin et républicain a remplacé le régime militaire. La neuvième question, posée à Bernard Lugan, votre propre marocanité ne pourrait-elle aussi pas être
pour quelque chose dans vos prises de position. Il y répond. Bernard Lugan y répond. Le Maroc est évidemment ma seconde patrie, car j'ai grandi à Meknès, où j'ai fait mes études primaires, puis le début de mon cycle secondaire, dans ce qui était alors le lycée Poemiro. J'ai donc évidemment un attachement sentimental avec ce pays. Attachement renforcé par toute une tradition familiale qui a fait que plusieurs de mes parents étaient soit dans l'entourage de l'IOT, soit officiers dans les goûts marocains. L'un de mes oncles, qui était lieutenant, a été tué à la tête de ses Sparis lors du débarquement de Provence en 1944. Ceci étant, je suis d'abord historien et je m'efforce toujours d'avoir un regard le plus scientifique possible sur les faits que j'analyse. Là est la réponse de Bernard Lugan. Et quant à la 10e et dernière question ici, on vous sait un brodélien revendiqué sur le temps lent. Comment vous percevez le futur sur la question des frontières maroco-algériennes? Et sa réponse est du moins très claire. Tout peut arriver entre l'Algérie et le Maroc, car la crise s'exacerbe chaque jour un peu plus sur fond de course aux armements, alors que le Maroc se tient sur la réserve. L'Algérie souffle sur le feu, si ce n'est sur les braises. Après avoir unilatéralement rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, puis avoir interdit son espace aérien à ses avions civils et mis un terme au projet de gazoduc à destination de l'Espagne, transitant par le Maroc, le discours guerrier algérien est encore monté d'un niveau. Ces derniers mois, le gouvernement algérien, multipliant les prises de parole hostiles, abondamment reliées par une presse devenue belliciste. La question est donc de savoir jusqu'où l'Algérie pourra continuer à jouer avec le feu, sans embraser le Maghreb dans son entièreté. Dans tous les cas, tant que le système se maintiendra au pouvoir, parlons du système algérien, je vois mal comment une solution raisonnable et réaliste pourrait être acceptée par Alger. Il faudra fort probablement, attendre l'accession au pouvoir d'une toute autre génération politique, mais ce qui paraît très très lointain. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cet aveu de pessimisme de Bernard Lugan, que nous essaierons de poursuivre ce feuilleton du Sahara oriental à travers de prochains épisodes et que prend fin la présente séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec plaisir justement pour le prochain épisode. Et merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit de cliquer et de les envoyer à vos proches, justement là où vous êtes. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.